il est essentiel de former les jeunes et l'ensemble de la population à ce que l'on appelle une littératie de l'IA. Et ça, la littératie de l'IA, ça devient désormais un enjeu fondateur de tout système d'éducation et de formation. Et c'est quoi la littératie de l'IA? La littératie de l'IA, c'est comprendre le fonctionnement de l'IA, c'est savoir utiliser les outils d'IA de manière pertinente et raisonnée, et enfin, pouvoir évaluer de manière critique ce que génèrent les IA génératives de manière à s'approprier le résultat et à l'adapter en fonction de ses propres objectifs. Et ça, c'est un élément qui est devenu incontournable pour l'accès à la connaissance et pour la construction de compétences, mais aussi de plans de formation, mais aussi de plans d'animation, mais aussi de gestion de projet, mais aussi d'insertion sociale et professionnelle. Et dès lors que cet outil est devenu incontournable dans la transformation du marché du travail et dans la façon dont nous percevons le monde, il est devenu également incontournable de le prendre en compte en formation initiale, à la fois des adultes et des enfants, pour faire en sorte que au moins 80% de la population soit en mesure d'utiliser ces outils extrêmement puissants de manière raisonnée. Pour le dire autrement, l'intelligence artificielle fonctionne autour des 3 I. Le I pour information, c'est-à-dire la question de la maîtrise de l'information, mais aussi de l'éthique de la donnée. Et quand on travaille avec des mineurs, aspect crucial, c'est la protection des données des mineurs. Le deuxième I pour inclusion. Ces outils ont vocation à nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de la réponse éducative, mais aussi dans la personnalisation de l'apprentissage et de la formation tout au long de la vie. Et enfin, le dernier I, c'est celui d'itinéraire réflexif et qui porte l'idée de la nécessité d'une culture collective, de l'adaptation permanente à un monde de l'incertitude, à un monde du changement, dans un paysage technologique particulièrement volatile. Aujourd'hui, les outils, par exemple, auxquels nous avons accès et que nous pouvons utiliser gratuitement, peuvent devenir payants le lendemain, ou ne sont plus disponibles, ou changent de forme, ou changent de logique, ou deviennent plus puissants et donc proposent de nouvelles interfaces. Donc, il faut s'adapter en permanence, sans compter la gestion évidemment renforcée des risques liés à l'usage de ces outils. Bref, ça change absolument tout dans la puissance d'outils qui permettent de traiter la donnée, donc de traiter l'information, fait que l'élève ne peut plus rester à la place où il était. L'élève devient maintenant médiateur de ses propres savoirs dans la salle de classe. Et donc, l'enseignant non plus ne peut plus rester à la place où il était. L'enseignant devient un ingénieur pédagogique qui accompagne l'élève dans l'intelligence que l'élève développe pour maîtriser l'apprendre à apprendre avec l'assistance d'outils. Et donc, ça décale l'ensemble de la chaîne. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois de l'histoire de nos systèmes éducatifs, nous sommes arrivés à un point où nous sommes quasiment tous sur la même ligne, élèves, enseignants, cadres, et ça nous amène à davantage d'horizontalité dans la manière dont nous faisons évoluer l'offre éducative et surtout la réponse pédagogique pour arriver à trouver une meilleure adéquation entre l'évolution des besoins des jeunes, l'évolution des besoins en formation des enseignants et le pilotage des unités éducatives que sont les établissements scolaires, mais aussi la réflexion nécessairement intercatégorielle qu'il faut développer à l'échelle des bassins d'éducation dans les académies. Un point, avec la DGESCO, nous avions proposé en juin 2021 un premier PNF pour les formateurs et les cadres nationaux sur IA éducation, mais donc avant les IA génératives. Et à l'époque, à gauche, vous voyez sur Révolution, on avait mis R entre parenthèses, il y avait un point d'interrogation que depuis j'ai enlevé. On se posait la question de savoir s'il y avait en tout cas évolution, mais est-ce qu'on était en révolution industrielle? C'était pas bien clair à cette époque-là. Ça générait, donc je vais rapidement parce que je sais que je parle à des formateurs et à des cadres, des personnels encadrants et des enseignants. Ça génère de très fortes transformations dans toute la société, c'est systémique comme je le disais. Donc des besoins de formation, c'est la condition nécessaire, c'est pas suffisant, mais si on n'enclenche pas suffisamment de formation, alors le personnel enseignant
n'est pas armée pour adresser ces sujets-là, les accompagner, rester critique, etc., etc. Ça permet donc d'adresser une société en très fort changement puisqu'elle se fait elle-même impacter par toutes ces transformations. Et le point essentiel, évidemment, c'est de stabiliser ce qu'est la citoyenneté à l'ère des intelligences artificielles. Ça, c'est la condition suffisante. C'est-à-dire que la première, c'est si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Mais notre objectif, quels que soient les changements de programme, les besoins en français, en grammaire, en anglais, etc., on dézoome un peu et se dire quelle est la vocation de l'école? De faire des citoyens éclairés qui choisissent librement de leur voix. C'est ça, tant qu'on est en démocratie. Et donc, je reprends. À l'Est, pas trop de doute sur le fait que ce ne soit pas leur préoccupation principale. Et à l'Ouest, attendons de voir les élections, mais ça risque de devenir compliqué rapidement aussi. Je finis la boucle. Toujours, un formateur et un personnel chargé d'encadrement a dans ses missions le fait de préparer, d'accompagner, de cadrer. Et là, il y a quelque chose d'un peu nouveau. C'est qu'en fait, il y a une brique de savoir indispensable. Et c'est la première fois, en tout cas moi dans ma carrière, c'est la première fois que je vois le besoin. Il est systémique aussi et vertical. Ça veut dire qu'en fait, le besoin de ministre à professeur en formation initiale, le besoin elle-même, on doit tous avoir un petit bagage sur de quoi parle-t-on en IA, ce que ça peut faire, ce que ça doit faire en éducation, etc. Et ça, c'est très nouveau. Donc, ce besoin systémique, autant vous dire que c'est simple de l'évoquer, mais par contre, former autant de fonctionnaires que nous en avons, chance que nous avons d'avoir autant de fonctionnaires dans l'éducation, c'est un vrai enjeu. Et donc, pour le ministère, c'est complexe et ça ne peut être résolu que avec un investissement majeur, comme vous le déclenchez aujourd'hui, ce genre de formation. J'insiste, il ne s'agit pas de faire des experts en IA, il s'agit d'initier tout le monde sur ce sujet-là. Une première brique de formation, et donc je reviendrai dessus avec des propositions qui émanent, que nous avons fait avec nos collègues européens. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Rapidement, on doit prendre des décisions, et encore félicitations aux équipes académiques et monsieur le recteur et madame la rectrice, de prendre des décisions et de tenter des choses en zone d'incertitude, parce que tout bouge, tout change. Chaque mois, il existe des centaines de nouveaux systèmes d'IA qui sortent dans la salle. Oui, voilà, je cherchais. Quelqu'un fait une veille tous les jours en sortant une IA par jour. C'est vrai que ça fait tourner la tête, le nombre de productions. Et donc, il faut accepter de travailler en grande transformation, zone d'incertitude, de complexité. Là, on peut convier Morin pour nous aider à prendre des belles décisions. Et donc, on est en zone grise. On doit travailler en zone grise et on doit prendre des décisions en zone grise. Et c'est comme ça. Quand il y a une révolution industrielle, les précédentes ont pris 20 ans. Celle-là va se faire en 3 à 5 ans, donc ça va être violent à 2 titres sur la vitesse. Et cette révolution-là industrielle affecte d'abord les cols blancs devant les cols bleus, contrairement aux précédentes révolutions industrielles. On n'est pas trop habitué et c'est pas très documenté ce genre de choses. Donc, quand on est en charge de son établissement de formation, d'un territoire académique ou au ministère, en fait, on doit se dire prenons des risques, proposons des choses, quitte à les réviser 2-3 fois par an s'il le faut. Le pire étant de dire je n'écoute pas, je ne vois pas et je ne parle pas sur ce sujet-là, et advienne que pourra, et peut-être que c'est une mode, ça va passer. L'humain au centre toujours, garder l'esprit critique, c'est la priorité. La transversalité, c'est sans doute une des clés. Et comme je disais, et je salue mon collègue Elie Alouche au ministère qui travaille sur les humanités numériques et qui est le chef de projet recherche appliqué au ministère. En fait, c'est une clé déterminante. Nous ne pouvons pas nous concentrer et nous satisfaire uniquement de réponses qui émanent du champ scientifique pur. Il nous faut des philosophes qui réfléchissent, des sociologues qui réfléchissent, des économistes qui réfléchissent pour mieux éclairer ce problème complexe, ce sujet complexe qui transforme profondément notre monde. Enfin, et vous l'avez compris dans ce que je disais tout à l'heure, il y a un enjeu déterminant de démocratie contre les autocraties. Et si vous regardez les courbes dans le monde, actuellement, il y a de moins en moins de démocratie, de plus en plus d'autocratie, avec un système qui manipule beaucoup les informations, les images, le texte, je vais y revenir, les médias. Vous voyez bien que celui qui est en danger, ce n'est pas l'autocratie. Dans un premier temps, je pense qu'il y a toujours, je reviens toujours sur cette question de transparence, au sens de dire ce que l'on fait. Et là, l'enseignant a un rôle vraiment très important pour dire quand est-ce qu'il attend ou pas des usages de l'IA. Dans un premier temps, bien évidemment, quand on est encore dans des usages d'évaluation un peu, on va dire, actuels ou traditionnels, et qui soit très clair. Et ça a été un débat vraiment très important à un moment de la concertation, notamment avec les organisations syndicales, mais aussi avec d'autres partenaires. Expliciter davantage les attendus. Si je peux évaluer des choses qui sont faites à l'IA, dans ce cas-là, je dis j'utilise l'IA et j'attends des réponses qui soient élaborées différemment. Par contre, si j'interdis l'usage de l'IA, ça peut arriver, je dois le dire aussi et je dois le dire très rapidement.
Ça, c'est un premier point. Ensuite, un deuxième point, pourquoi aussi il va falloir penser d'une manière graduée, c'est que il faut faire attention aussi avec ces usages à ne pas amplifier les disparités. Souvent, ceux qui savent le mieux utiliser l'IA, ce sont ceux qui ont des familles qui peuvent les accompagner aussi. Et il ne faudrait pas non plus qu'on renforce un fossé entre des utilisateurs de l'IA qui avancent beaucoup plus vite que les autres et des jeunes qui soient encore plus rabaissés. Ça, c'est aussi un point important. J'ai insisté tout à l'heure sur les valeurs dans le cadre d'usage, les valeurs de l'école. C'est pouvoir maintenir ce sentiment d'égalité et justement utiliser l'IA pour justement essayer de travailler cette lutte contre les disparités. Et dans les statistiques que l'on a actuellement, tous les jeunes ne sont pas utilisateurs de l'IA. On est entre 70, 80, 90% dans les études. Il y a des jeunes qui ne veulent pas utiliser l'IA. Il y en a qui ne peuvent pas utiliser l'IA parce qu'ils n'ont pas d'outils à la maison, parce que leurs outils sont pas adaptés. Donc, c'est ces jeunes-là qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et alors, un dernier point aussi, je termine rapidement. Ça peut aussi nous rappeler que redonner du sens aussi à l'écrit et à l'oral. Le fait d'utiliser ou de ne pas utiliser l'IA, c'est replacer l'écrit et l'oral au centre de nos actes dans la classe. Je ne parle pas des devoirs à la maison, je parle bien du travail en classe. Alors, ce qui est quand même intéressant, et ça remonte directement à ce que nous venons de faire, c'est-à-dire nos missions d'observation, c'est que nous pouvons offrir aujourd'hui, dans le cadre de nos pratiques pédagogiques, et il faut pousser là-dessus véritablement nos enseignants à les utiliser, et ceci en fonction de ce qui est disponible sur les ENT, des usages et des outils numériques qui leur sont proposés. Mais oui, aujourd'hui, il existe la possibilité d'avoir une offre qui est assez proche de ce point de vue-là dans le cadre des ENT. À savoir que ce travail de scénarisation pédagogique, pour avoir observé ce qui est proposé par Knowledge notamment, et c'est pas de la publicité, hein, c'est un constat, il peut proposer justement ce cadre de construction pédagogique qui répond peut-être à des formats qui sont plus adaptés à une génération qui a plus de mal avec une pédagogie descendante et longue. Donc voilà, il faut voir aujourd'hui ce que proposent les EdTech ou ce que proposent d'ailleurs certains enseignants qui vont développer des outils par eux-mêmes, mais il faut avoir cette veille sur les outils qui sont développés et proposés dans le champ éducatif et voir leur niveau de pertinence et ensuite les mettre en avant à destination des enseignants et des élèves pour qu'ils soient utilisés et qu'ils soient justement mis en avant parce qu'on conforte et on sécurise un petit peu le système. Mais ce qui est absolument certain, c'est que le sujet est là, l'usage est là, et on doit en tenir compte dans nos scénarisations pédagogiques qu'il faut probablement faire évoluer nos pratiques, intégrer l'usage de l'IA générative à un moment donné dans les pratiques pédagogiques et dans la classe pour justement accompagner et former à l'esprit critique et à l'analyse de ce qui est porté par et produit par les IAG. Et ensuite, pour sécuriser ce qui peut se passer à la maison. Ça, c'est la partie de transmission. Cette partie de transmission est essentielle parce que, et je le disais tout à l'heure, on va avoir un moment extrêmement sensible où il peut y avoir une rupture sur le principe même de l'intérêt, encore une fois, de la connaissance. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit se préparer et réfléchir collectivement.